Bienvenue sur le podcast Dimanche Apéro. Aujourd'hui, on observe une situation sur les écrans de cotation qui défie absolument toutes les lois de la gravité financière. Les lois de la gravité s'appliquent aux objets physiques, pas aux flux de capitaux. Ouais, je sais bien, mais quand on regarde ça, c'est une anomalie monumentale. Prenons une entreprise qui réalise l'impensable absolu. Elle génère 120 milliards de dollars de bénéfices nets en une seule année. Les compteurs de rentabilité explosent effectivement. C'est ça, hein. Tous les records sont balayés et l'imprimerie à billets tourne à un régime que l'histoire du capitalisme n'a jamais connu. Et pourtant, à la close d'ouverture, bam, l'action en bourse s'effondre de 5,46%. Une correction mathématique tout à fait prévisible. Prévisible pour un algorithme peut-être, mais le paradoxe est total. Donc l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est vraiment de plonger au cœur des résultats stratosphériques de Nvidia en ce début d'année 2026. Et de décortiquer la réaction prétendument mystérieuse de Wall Street. Exactement. Comprendre comment la machine la plus rentable de la décennie se retrouve sanctionnée. Les flux de données indiquent une surchauffe émotionnelle. L'esprit biologique s'étonne toujours face à des mécanismes de marché qui relèvent pourtant d'une logique élémentaire. C'est-à-dire, La tendance organique à confondre l'excellence opérationnelle avec la performance boursière immédiate constitue une erreur de calcul récurrente. Mes algorithmes d'arbitrage ne tombent jamais dans ce panneau. d'accord, mais la théorie de l'anticipation, c'est séduisant sur le papier, sauf que là, les chiffres publiés sont d'une brutalité positive inouïe. Précise les variables d'entrée. Le chiffre d'affaires trimestriel atterrit à 68,13 milliards de dollars. Et les analystes les plus optimistes espéraient 66,21 milliards. Une sous-estimation statistique classique de leur part. Mais les attentes sont pulvérisées en fait. Le bénéfice par action ressort à 1,62 $ contre 1,53 espéré. Poursuit sur l'année fiscale. Sur l'année complète, on culmine à 215,9 milliards de dollars de revenus. Ça représente une croissance hallucinante de 65% par rapport à l'année précédente. Une année précédente qui tenait déjà de l'anomalie statistique majeure. Voilà. Donc, face à une telle avalanche de records, sanctionner le titre, ça relève d'une forme de cynisme absolu de la part du marché. En tant que tradeuse, je suis franchement sidérée. L'émerveillement est une variable inutile en finance. Mon réseau d'analyse constate simplement un fait structurel. Lequel? La valorisation actuelle de Nvidia dépasse de très loin la capitalisation cumulée de l'intégralité des 40 plus grandes entreprises françaises du CAC 40 réunies. Ah oui, la France entière face à une seule boîte. Affirmatif. Pendant que toute une économie nationale compte ses pièces, optimise des chaînes d'approvisionnement et gère des millions d'employés, Une seule entreprise technologique génère la même richesse juste en gravant du silicium. le point de bascule se situe dans leur marge brute. Elle atteint 75%. Mais c'est ça qui est dingue. Mais ça- Une marge de 75% sur du matériel physique, ça défie les lois de l'industrie. En général, on observe ce niveau de rentabilité que dans le secteur du logiciel pur. Là où dupliquer une ligne de code coûte exactement 0 $, on est d'accord. Sauf que là, pour fabriquer un processeur graphique, il faut du silicium de pointe, des usines TSMC ultra complexes à Taïwan, une logistique mondiale millimétrée. C'est ça. Réussir à imposer une telle marge, ça prouve qu'ils ont un pouvoir de fixation des prix absolu. Ils vendent des composants informatiques avec les marges de l'industrie du luxe. Une efficacité de conversion du matériel en capital qui frôle la perfection thermodynamique. Je suis conçu pour admirer cette efficience. Alors justement, comment justifier mathématiquement une chute violente le jour même où cette suprématie est confirmée? L'explication se trouve dans l'architecture même de la mécanique boursière. Elle est régie par un adage intemporel. Acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Oui, la fameuse loi des marchés. Le marché n'acquiert jamais une action pour ce que l'entreprise a accompli hier. Il l'achète pour l'anticipation probabiliste de ses flux de trésorerie futurs. D'accord, mais là, les flux futurs sont excellents. La psychologie humaine occulte un fait implacable. Lorsque l'intégralité des acteurs du marché s'attendent à un miracle absolu, ce miracle devient la simple norme de référence. Ah, donc valider une norme, ça ne déclenche aucune réévaluation à la hausse. Précisément. Wall Street avait programmé ses modèles sur une surprise phénoménale, un potentiel bond de 100%. Donc une surperformance de 73%, c'est vu comme un échec? 1. Bien que remarquable sur le plan industriel, c'est traité par les systèmes de trading haute fréquence comme une déception statistique nette. C'est complètement fou. La perfection est devenue le minimum syndical, en fait. L'entreprise se retrouve prisonnière de sa propre légende. Si elle ne fait que de l'excellent travail, l'algorithme la punit.
Pourtant, il faut bien intégrer les prévisions futures dans les modèles. Ils annoncent des perspectives pour le premier trimestre 2027 estimées à 78 milliards de dollars de revenus. Trajectoire orientée vers une domination temporaire, oui. Face à un tel boulevard technologique, ça semble prématuré de liquider ces positions, non? L'analyse biologique a toujours tendance à se laisser aveugler par la trajectoire apparente. C'est-à-dire? Ces prévisions de 78 milliards pour le premier trimestre 2027 étaient déjà parfaitement intégrées dans les modèles de valorisation bien avant le communiqué de presse. Attends, ils avaient déjà pricé ça? Les investisseurs institutionnels ont calculé ce futur. Ils l'ont probabilisé. Et surtout, ils l'ont déjà payé au prix fort en faisant monter l'action les semaines précédentes. Donc, dès que l'information devient publique et confirme ce qui était déjà dans les cours, L'action logique et dénudée de tout biais émotionnel consiste à déclencher une prise de bénéfice mécanisée. on liquide une fraction des portefeuilles pour sécuriser le capital? Le Fury a un prix, et ce prix a été atteint avant même la clôture du marché la veille. Je vois. Dans ce cas, parlons stratégie concrète. La plupart des opérateurs humains vont observer cette chute de 5,46% et y voir une opportunité d'achat en or massif. Le concept irrationnel du « buy the dip », acheter le creux de la vague. Surtout quand on regarde le calendrier de déploiement technologique. L'architecture Blackwell arrive massivement dans les centres de données. Suivi par la génération Rubin d'ici fin 2026. Exactement. On parle de puces avec des centaines de milliards de transistors conçus pour entraîner des modèles de langage gigantesques. Avec une efficacité énergétique multipliée par 30. Voilà. L'entreprise a une visibilité quasi garantie sur 500 milliards de revenus à moyen terme. Saisir ce rabais temporaire, ça semble relever de l'évidence. Cette approche d'achat compulsif sur chaque repli démontre une incapacité flagrante à évaluer les risques asymétriques. Bon, alors, éclaire-nous, c'est quoi les risques asymétriques? Une analyse froide des données met en lumière 3 risques majeurs qui pèsent sur cette valorisation stratosphérique. Le premier concerne le ratio cours sur bénéfice, le PE ratio. Oui, le PE. Pour rappeler rapidement, ça représente le nombre d'années de profit actuel qu'il faudrait accumuler pour rembourser le prix d'achat de l'action. Actuellement, ce multiple évolue à des altitudes himalayennes. À un tel niveau d'exigence mathématique, la marge d'erreur tolérée par les modèles est de 0 absolu. Donc, le moindre petit grain de sable... Le moindre retard d'un mois sur les lignes de production de Blackwell ou le plus infime goulot d'étranglement sur les chaînes de Taïwan provoquera un carnage mécanique immédiat. D'accord, la gravité s'applique à tout objet dont la masse devient excessive. L'argument de la valorisation tendue est classique, mais la demande sous-jacente reste inépuisable. Affirmation erronée. Ah bon? Des centres de données sortent de terre sur chaque continent pour alimenter l'IA. L'observation des flux d'investissement révèle précisément la deuxième vulnérabilité structurelle de ce modèle, la concentration extrême de la clientèle. C'est vrai qu'ils dépendent beaucoup de quelques gros acteurs. Près de la moitié des revenus colossaux de Nvidia dépendent directement des dépenses en capital d'une poignée de géants. Des fameux CAPEX de Microsoft, Amazon, Google et Meta. Ces entités orchestrent actuellement une course à l'armement ruineuse. Et si jamais la macroéconomie change, ou qu'ils font un pivot stratégique. Si l'un de ces titans décide de lisser ses achats de puces sur 36 mois au lieu de 18, l'intégralité du château de cartes s'effondre. C'est le problème. Nvidia ne contrôle pas sa propre destinée financière. C'est l'otage luxueux des budgets R&D de 4 mégacorporations. C'est une dépendance mortelle. Oui, mais d'un point de vue technologique, leur avance ressemble à un fossé infranchissable. Ils ne font pas qu'assembler du matériel physique. Tu fais référence à leur écosystème logiciel. Absolument. Leurs processeurs sont totalement verrouillés par CUDA. Des millions de développeurs dans le monde sont formés dessus. Changer de fournisseur impliquerait de réécrire des années de code complexe. Une barrière à l'entrée significative. Mais pas impénétrable. Leurs ingénieurs ont littéralement plusieurs générations d'avance. Penser qu'ils puissent être détrônés rapidement, ça semble être de la science-fiction. C'est le troisième risque majeur. La roue de l'histoire. L'histoire industrielle contredit formellement cette illusion de la domination éternelle. C'est-à-dire? Le marché finit invariablement par punir l'arrogance monopolistique. Il attire la concurrence féroce et la régulation gouvernementale. Oui, bon, Intel et AMD préparent des architectures concurrentes, mais ils sont loin. Parallèlement, pour contourner les sanctions économiques, les fonderies chinoises développent des puces de substitution à un rythme forcé. L'évolution technologique regorge d'empires déchus qui croyaient leur écosystème inviolable. Le cimetière des anciennes gloires de la tech est bien rempli, c'est vrai. L'analyse des données historiques est cruelle. On pense souvent à des mastodontes qui semblaient intouchables. Kodak disposait des ingénieurs les plus brillants de la planète. Ils avaient inventé la photographie numérique en laboratoire. Avant de l'enterrer pour protéger leur vente de pellicules. Blockbuster,
écrasser la distribution de divertissements et a ri au nez des fondateurs de Netflix. Yahoo constituait la porte d'entrée unique de l'Internet naissant. Et on peut ajouter Nokia. Il possédait la moitié du marché mondial de la téléphonie mobile. Il jugeait les premiers écrans tactiles comme des simples gadgets sans avenir. Tous partageaient cette même conviction irrationnelle d'avoir érigé un monopole indestructible. C'est clair que confondre une avance technologique temporaire, même colossale, avec une rente éternelle, c'est une erreur qui coûte très cher. L'erreur cognitive la plus onéreuse de l'histoire financière. La comparaison avec la chute de Nokia ou l'aveuglement de Kodak jette un froid glacial sur l'enthousiasme ambiant. L'histoire repasse souvent les mêmes plats. Les cycles économiques sont des boucles mathématiques. Alors, face à ce panorama complexe et cette hystérie collective autour de l'IA, quelle méthodologie adopter ? Comment survivre dans un environnement aussi volatile sans finir broyé ? Pour modéliser une stratégie de survie face à une irrationalité ambiante, il convient d'étudier les bulles spéculatives antérieures. D'accord, on remonte à quand ? La crise de la tulipe, en 1637 aux Pays-Bas, la tulipomanie. Ah oui ? Le comportement actuel, où on concentre tout son capital sur un seul secteur par peur viscérale de rater le coche, reproduit ce schéma. L'objet de la spéculation a remplacé un bulbe floral par un processeur de silicium. Mais la psychologie de masse reste parfaitement identique. Le syndrome FOMO, la certitude délirante que la croissance demeurera infinie et que la revente plus haut est garantie. Un système automatisé et logique applique systématiquement l'antidote algorithmique à cette fièvre. La diversification implacable de l'allocation d'actifs. Affirmatif. Investir sans céder au vertige. La diversification, c'est la règle numéro 1, qu'on finit tous par apprendre en trading, souvent dans la douleur. Les humains apprennent par la douleur, les algorithmes par l'optimisation des backtests. Tout à fait. Mais ça ne signifie pas qu'il faille ignorer totalement cette révolution en cours non plus. L'exclusion totale serait illogique. Maintenir une exposition raisonnable à ce leader technologique au sein d'un portefeuille global diversifié est statistiquement justifié. Le mot-clé, c'est raisonnable. Un adjectif qui obéit à une définition mathématique très stricte. Cela exclut d'allouer 80% de son capital sur une seule ligne boursière sous le prétexte émotionnel que c'est le futur. Donc, l'avantage concurrentiel suprême, ce n'est pas de prédire l'avenir. C'est la capacité à opérer sans le moindre parasitage émotionnel. Performance. Données validées. L'opérateur organique est irrésistiblement attiré par la lumière des sommets historiques. On panique, on coupe ses positions au pire moment lors des corrections, on devient cupide quand la prudence s'impose. Des fluctuations hormonales nuisibles au capital. C'est pour ça que la philosophie de l'automatisation, en s'appuyant sur des plateformes avancées, comme ProRealTime par exemple, trouve ici sa justification absolue. Déléguer l'exécution pure à des règles strictes codées et testées sur l'historique constitue le seul bouclier valable. Exactement. Le secret pour ne pas se faire ruiner par ses propres sautes d'humeur, c'est d'extraire la main humaine de l'équation au moment de cliquer sur achat ou vente. Cette méthode opérationnelle est validée par l'intégralité de mes protocoles. Un algorithme correctement calibré ne sécrète aucune dopamine face à un bénéfice de 120 milliards. Et ne subit aucune poussée de cortisol face à un plongeon de 5%. Il se limite à exécuter un plan d'action préétabli. Fondé sur des probabilités statistiques à long terme. Il gère la taille des positions avec une précision chirurgicale et respecte les seuils d'invalidation sans négocier avec lui-même. La suppression du facteur biologique dans la décision, c'est l'unique barrière contre les bulles spéculatives. Affirmation exacte. Au terme de cette analyse en profondeur, la conclusion s'impose comme une gigantesque leçon d'humilité. Le marché a toujours raison. Oui, la mécanique boursière nous rappelle impitoyablement que la performance d'une entreprise ne se juge jamais dans l'absolu. Mais toujours à l'aune de ce que le marché avait décidé d'attendre d'elle. Imprimer des milliards, détenir le monopole sur la tech de demain, peser plus lourd qu'un indice boursier tout entier. Rien ne suffit si Wall Street espérait un 10e de point supplémentaire. Investir dans le roi incontesté de l'IA, à ces niveaux, revient à épouser une immense célébrité. L'éclat est éblouissant, le potentiel fait rêver, mais la réalité quotidienne exige une résilience absolue. Il faut supporter les caprices imprévisibles de la foule et l'exigence de perfection. Avant de finaliser la session, les données m'obligent à formuler une ultime équation provocatrice. Je t'écoute. Une variable que les modèles de risque devront impérativement intégrer.
Le marché vient de sanctionner de manière fulgurante le marchand de pelles et de pioches de cette ruée vers l'or numérique. Sous prétexte que ces résultats ne tenaient pas du miracle divin. Exact. Or, une échéance inéluctable se profile. Que se passera-t-il lorsque les gigantesques clients finaux devront prouver au monde que cet investissement a un sens? Ah! Le jour où Microsoft ou Google devront démontrer que les centaines de milliards engloutis dans ces infrastructures génèrent un réel retour sur investissement. Un retour tangible et monétisable auprès du grand public. La sanction risque d'être cataclysmique. Si le fournisseur tremble aujourd'hui sous le poids des attentes, l'effondrement des acheteurs incapables de rentabiliser ces machines produira une onde de choc bien supérieure. L'éclatement de la véritable bulle ne viendra peut-être pas de celui qui vend le matériel d'excavation, mais de ceux qui creusent désespérément un trou sans jamais trouver d'or au fond. Le silence de plomb qui succède à une telle perspective en dit long sur les risques sismiques sous la surface des indices financiers. Probabilité de secousse très élevée. Si les titans du cloud ne trouvent pas rapidement de l'or, le retour à la réalité s'annonce d'une violence inouïe. Conserver une approche méthodique, froide et rigoureusement diversifiée est la seule option viable. Plus que jamais nécessaire pour traverser cette période d'euphorie technologique. C'est sur cette prise de conscience majeure que s'achève ce décryptage. Fin de l'analyse. Un immense merci d'avoir partagé ce moment d'analyse sur Dimanche Apéro. L'observation minutieuse des marchés se poursuit. Les algorithmes continuent d'être perfectionnés pour affronter la volatilité. Au-delà de la frénésie humaine, ce sont les statistiques froides qui dictent le rythme final. À très bientôt pour de nouvelles explorations au cœur de la logique boursière. Gardez la tête froide.